Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez à l'écran le support de présentation. Oui, tout est bon. Donc, tout est bon, merci de confirmer. Donc, nous allons démarrer, aborder les bases de la comptabilité, donc sur cette conférence d'aujourd'hui. Alors, hop. Donc, nous allons voir un petit peu le rôle de la comptabilité et nous allons parler des trois documents financiers principaux que doit maîtriser un chef d'entreprise, le bilan, le compte de résultat et le plan de trésorerie. Et donc, on va commencer par, en premier lieu, le rôle de la comptabilité. Et donc, notamment avec une petite image sur l'entreprise et notamment les activités réalisées par une entreprise. Donc, le but d'une entreprise, c'est de vendre des produits ou des services à des clients. Pour ce faire, elle va devoir effectivement produire et donc il y aura tout un ensemble, donc l'entreprise va travailler avec un ensemble de partenaires, c'est-à-dire les clients, les fournisseurs, d'autres partenaires comme la banque, les autres sociétés, l'administration fiscale. Au centre de l'entreprise, nous avons le chef d'entreprise qui va être le chef d'orchestre, qui va donc animer un petit peu tout ça, secondé éventuellement par des associés et bien sûr par des salariés également éventuellement. Donc, au niveau des activités réalisées par l'entreprise, ces activités sont symbolisées par des flux financiers. Et pour un chef d'entreprise, il est impératif de connaître quels sont les flux financiers et de retracer les flux financiers réalisés par son entreprise. Donc, on va parler de rentrée d'argent, on va parler de sortie d'argent. Et donc, retracer ces flux financiers, ça se passe dans un langage adapté. Donc, tout part des informations brutes émises par l'entreprise, c'est-à-dire des factures de vente, des factures d'achat, des chèques émis, des bulletins de salaire émis, etc., qui sont retranscrits en un langage très particulier. Ce langage, ça s'appelle les écritures comptables, c'est la comptabilité. Ces écritures comptables, que vous voyez en jaune, sont retranscrites ensuite en informations adaptées. Donc, des informations adaptées avec les trois documents principaux que je vous ai cités au tout début de conférence, un bilan, compte de résultats, plan de trésorerie. Mais également, ça va servir aux différents organismes d'avoir des informations justement sur les flux financiers de l'entreprise. Et le premier organisme qui est intéressé de très près par les flux financiers, c'est le centre des impôts. Effectivement, un particulier va payer des impôts. D'ailleurs, nous sommes en pleine période de déclaration d'impôt sur le revenu, donc pensez-y. Une entreprise, c'est pareil, une entreprise sur le territoire français va devoir payer des impôts. Et pour payer les impôts, ça prend une forme très, très, très particulière, un document particulier qu'on appelle l'IAS fiscale. Et pour remplir l'alias fiscale, eh ben, il faut revenir aux opérations retranscrites en comptabilité. Donc, généralement, c'est l'expert comptable qui aide le chef d'entreprise à remplir l'alias fiscale d'après les travaux de comptabilité réalisés sur l'année écoulée. Bien sûr, il n'y a pas que le centre des impôts qui a besoin de ces informations, vous avez aussi les organismes sociaux, notamment pour faire le point sur les cotisations sociales. Donc, on va parler de maladie, on va parler de retraite, etc. Donc, vous voyez un petit peu le rôle de la comptabilité. C'est devenu un rôle et c'est devenu une obligation d'ailleurs. Le centre des impôts dit, voilà, pour payer l'impôt, il me faut cette liasse fiscale. Pour pouvoir remplir cette liasse fiscale, il faut obligatoirement faire des travaux de comptabilité. Ces travaux de comptabilité peuvent être faits par le chef d'entreprise lui-même s'il s'y connaît, à condition de maîtriser le langage comptable, ou
ces travaux de comptabilité peuvent être réalisés par quelqu'un d'extérieur qui est l'expert comptable. Et donc, c'est une obligation comptable qui concerne toutes les entreprises, sauf une, la micro-entreprise, où justement les documents administratifs et comptables sont plutôt allégés pour une micro-entreprise. Et donc, nous allons parler des principaux documents que doit connaître un chef d'entreprise. Et donc, avant de parler du chef d'entreprise, il faut créer une entreprise. Et donc, créer une entreprise, c'est s'intéresser à la situation financière de la future entreprise. Dans quoi je mets les pieds financièrement en créant une entreprise. Et donc, pour répondre à cette question, on a ce qu'on appelle des tableaux prévisionnels. Donc, on va simuler des objectifs de vente, des dépenses, etc. On va prévoir et on va faire des prévisions financières sur la future entreprise. Donc, ces prévisions financières sont sous forme de tableaux, justement. Par contre, ces tableaux sont issus de la comptabilité. Donc, au niveau financier, donc le prévisionnel financier utilise des tableaux qui sont issus de la comptabilité. Et c'est pourquoi, si on veut soi-même réaliser son prévisionnel financier, il faut donc avoir des bases comptables. Et donc, le premier des documents que nous allons voir, c'est le bilan. Donc, le bilan va regrouper va symboliser le patrimoine de l'entreprise à une date donnée. On dit que c'est une photographie du patrimoine de l'entreprise à une date donnée. Et donc, ce patrimoine de l'entreprise est symbolisé par le côté gauche que vous voyez, actif, en vert. Et donc, quand on vous dit les actifs d'une entreprise, on vous parle des éléments dont est propriétaire une entreprise. L'entreprise est propriétaire de matériel, l'entreprise est propriétaire éventuellement de véhicules, etc., etc. Vous voyez du stock, vous voyez des créances. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'actif. Et donc ça, cet actif, c'est le symbole du patrimoine d'une entreprise. De l'autre côté, comment l'entreprise a fait pour acquérir son patrimoine? Quelles ont été les ressources financières qui ont permis à l'entreprise d'acquérir le patrimoine? Donc, de l'autre côté, nous avons en jaune le passif. Et donc, le passif va regrouper les ressources financières qui vont être internes, externes à l'entreprise. Donc, nous aurons le capital de départ. Les fondateurs ont donné de l'argent à l'entreprise à sa naissance. Nous aurons éventuellement des emprunts, mais nous aurons aussi effectivement les dettes vis-à-vis des fournisseurs. Donc là, vous avez un petit exemple de manière très grossière sur l'actif et le passif. Bien entendu, la rubrique actif et la rubrique passif regroupent beaucoup plus d'éléments que ce que j'ai expliqué jusqu'à présent. Un exemple chiffré. Donc, nous avons notre actif qui est séparé en deux catégories. Nous avons les immobilisations et vous voyez le total des immobilisations. Ce sont donc les investissements de type durable réalisés par l'entreprise. Donc, on va mettre dedans tout ce qui est ordinateur, véhicule, brevet, licence, la réalisation d'un site Internet. Donc, on a ici un total d'immobilisation de 12 000. Ensuite, nous avons une seconde catégorie pour l'actif, ce qu'on appelle l'actif circulant. Vous voyez en bas, total actif circulant. Ce sont des éléments dont l'entreprise est propriétaire, mais qui ne sont pas du même montant d'une année sur l'autre. Par exemple, les stocks.
L'entreprise est bien propriétaire des stocks, mais au fur et à mesure de ce qui s'est passé dans l'activité, d'une année sur l'autre, vous ne pouvez pas avoir le même montant de stock. Les créances clients, donc là, c'est l'argent que les clients doivent à l'entreprise. Autre créance. Et enfin, un élément important dans le bilan, la trésorerie, c'est-à-dire les disponibilités que possède l'entreprise, l'argent qui est disponible sur le compte bancaire et les liquidités, les espèces que détient l'entreprise. Donc tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'actif circulant. Et donc, pour avoir mon total actif, le patrimoine de l'entreprise, on va regarder la ligne total actif en général, 45 400. Et donc, nous avons un actif immobilisé, 12 000, plus un actif circulant, 33 400. Au total, le patrimoine de l'entreprise s'élève à 45 400. Donc, comment l'entreprise a fait pour acquérir ce patrimoine? Et bien là, nous allons regarder du côté du passif. Et donc, là encore, le passif, comme l'actif, est découpé en 2 blocs. Premier bloc, les capitaux propres. On va parler des ressources internes de l'entreprise. Et donc, dans ces capitaux propres, nous avons l'argent de départ. Ici, c'est une société, donc les fondateurs ont mis 30 000 au capital. Mais également, dans le total des capitaux propres, vous retrouverez les bénéfices ou pertes accumulées par l'entreprise depuis son année de naissance jusqu'à ce qu'on fasse ce document. Et donc, le total des capitaux propres, 32 000. Ensuite, nous avons le second bloc qui est les dettes. Les dettes, ça va être les ressources externes à l'entreprise. L'emprunt, 8 000. Et donc, les dettes fournisseurs, 5 400. Nous avons donc un total de dettes, 13 400. Si nous additionnons les 2 blocs, total capitaux propres 32 000 plus total dette 13 400, ça nous donne le total passif 45 400. Donc là, vous voyez que l'actif est égal au passif. C'est tout simplement, si je dis j'ai en tant qu'entreprise un actif de 45 400, le patrimoine de l'entreprise à l'instant T est de 45 400 et donc à l'instant T, l'entreprise a eu des ressources financières de 45 400. C'est le ressource financière étant le passif. Donc, ça, c'est le document comptable bilan. Quand on veut parler de création d'entreprise, on n'utilise pas ce document comptable que vous voyez là, qui est le bilan. On va tout simplement, quand on parle de bilan, ça suppose que l'entreprise a été créée et qu'elle est active et qu'à la fin de 12 mois, à la fin de l'année fiscale, on fasse le bilan. Quand on parle de création d'entreprise, on ne peut pas dire, on peut pas dire le mot bilan. On va rajouter éventuellement le mot bilan prévisionnel ou on va utiliser le document, j'allais dire, utilisé par les professionnels de la création d'entreprise, le plus souvent ce qu'on appelle le plan de financement. Donc, je suis en train de bâtir et de mettre sur pied mon entreprise. Et donc, là encore, vous aurez un côté gauche et un côté droit. L'actif est remplacé par le mot besoin. Quels sont les besoins de départ pour créer l'entreprise? Et le passif est remplacé par le mot ressources. Les ressources financières qui permettent de boucler le projet et de mettre sur pied justement l'entreprise. Et vous avez ici les immobilisations, 12 000, les stocks, 10 800, la réserve de trésorerie, 8 600, un total de besoins, 31 400. De l'autre côté, au niveau des ressources, c'est la répartition des ressources selon la provenance. Le capital que les fondateurs ont mis au départ, 30 000, et l'emprunt de départ, 8 000, 38 000. Remarquez la différence. C'est intentionnel. Dans un bilan est toujours équilibré. Actif égale passif. Dans un plan de financement, pas forcément. Vous pouvez avoir un total de ressources qui est
qui va Allô? être Tu m'entends? supérieur aux besoins. Alors, tout simplement que généralement, le plan de financement s'adresse notamment à un interlocuteur financier pour nous aider à mettre sur pied le projet. Et l'interlocuteur financier, si notamment c'est une banque de préférence veut voir apparaître dans le projet de financement un petit peu plus de ressources que de besoins. Ce n'est pas faux, hein, si vous avez mis l'égalité totale ressources, 31 400 par rapport au total de besoins. Mais de préférence, le banquier, pour tout simplement avoir plus de marge de manœuvre, le banquier a tendance à préférer voir plus de ressources que de besoins lors d'un plan de financement. Et c'est pour ça que vous avez un déséquilibre. Donc ça, c'était le premier des documents. Donc le plan de financement est extrait du bilan, c'est l'équivalent, et on utilise ce tableau financier expressément dans la construction du prévisionnel financier et expressément sur la mise en place d'une entreprise. Hop. Le deuxième document comptable, le compte de résultat. Donc, lui, le compte de résultat va s'intéresser à l'activité de l'entreprise. Ne pas confondre le bilan et le compte de résultat. Le bilan, c'est la situation patrimoniale de l'entreprise, ce que possède l'entreprise et comment elle a acquis ce qu'elle possède, alors que le compte de résultat, c'est l'activité de l'entreprise sur un an. Les ventes, combien elle a vendu dans l'année, cette entreprise, et les dépenses qu'elle a eues dans l'année, justement, cette entreprise. Et donc, nous aurons, les ventes vont s'insérer dans la partie produit, et ça, c'est le non comptable. Les charges, les dépenses s'insèrent dans la partie charge, et ça, c'est le non comptable. Un petit exemple chiffré. Donc, nous allons retrouver les ventes que l'on nomme également chiffre d'affaires, que vous voyez en gras, 180 000. Et nous allons avoir les dépenses. Vous voyez une série de dépenses, j'y reviendrai, donc 50 000, etc., jusqu'à 160 000, total de charges. L'organisation des dépenses suit le plan comptable. Et donc, dans les dépenses, ou si vous le souhaitez, on peut l'appeler charge. Dans les dépenses, nous avons les catégories du plan comptable. La première des catégories, les achats. Et vous avez les 50 000. Et donc, en dessous, on a détaillé qu'est-ce qui a composé la catégorie de charges achat. Donc, il y a eu des approvisionnements en marchandises dans l'année pour 54 000. Il y a eu entre l'énergie, eau, électricité, gaz, du petit matériel, des fournitures administratives, il y en a eu pour 5 000. Une variation de stock, une différence d'inventaire entre le stock initial et le stock final de moins 9 000. Donc, si vous additionnez le tout, 54 000 plus 5 000, ça fait 55 000, moins effectivement les 9 000, excusez-moi, 59 000, excusez-moi, 54 000 plus 5 000, ça fait 59 000, moins 9 000, vous avez la catégorie achat à 50 000. Ensuite, deuxième catégorie du plan comptable au niveau des charges, les charges externes. C'est là qu'on va mettre tout ce qui est sous-traitance, le loyer d'un local, les assurances, honoraires d'experts comptables, les déplacements, le téléphone, etc. Ça, vous avez 44 000. Ensuite, on aura les impôts et taxes. Ensuite, on aura en gras tout ce qui est le personnel, les charges sociales, rémunération, salaire du personnel, les charges financières, dotations aux amortissements, pour avoir un total de charges à 160 000. Le but du compte de résultat, c'est justement de faire la différence entre les ventes, ce qui a été vendu dans l'année, et les dépenses de l'année. Ventes moins dépenses.
En l'occurrence, 180 000 moins 160 000, ça fait un résultat bénéficiaire, un résultat avant impôt bénéficiaire de 20 000. Étant donné que le résultat avant impôt est bénéficiaire, donc il y aura une taxation. Là, on a affaire à une société, on a donc un impôt sur les sociétés au travers de la ligne impôt sur les bénéfices, qui est de 3 000. Le résultat net comptable, officiellement, donc, l'entreprise a eu effectivement un résultat de 17 000. Et donc, si les dirigeants, les fondateurs de l'entreprise décident effectivement de dire, bon ben voilà, on va réinjecter les 17 000 dans l'entreprise, c'est là qu'on va voir ce résultat se remettre dans le document du bilan au niveau du passif. Je peux remonter légèrement en arrière avec le bilan. Et donc là, vous retrouvez, là dans le bilan, au niveau des capitaux propres, vous avez la ligne bénéfice-résultat de l'exercice. Voilà d'où provient effectivement cette ligne. La dernière ligne du résultat net comptable après impôt, 17 000, qui se réintègre dans le bilan. Bien sûr, pour notre compte de résultat, en matière de création d'entreprise, on va rajouter tout simplement le mot prévisionnel, puisque là, ce n'est pas la réalité, ce sont des projections que l'on nous fait, une simulation des ventes et des dépenses pour la future entreprise. Donc, quand on est dans le cadre d'une entreprise qui va se monter, qui va se créer, on va rajouter après le mot compte de résultat, le mot prévisionnel. Nous sommes donc sur des prévisions. Donc, voilà, donc des prévisions, les objectifs de vente, une simulation de dépenses et une simulation sur le résultat. Donc, voilà le deuxième des documents. Donc, j'ai vu, voilà. Et donc, ce résultat qui se met du côté du passif, c'est grâce aux bénéfices réinjectés donc, dans l'entreprise que l'entreprise peut se développer. C'est pour ça qu'on met le résultat du côté du passif, puisque c'est une ressource financière qui va permettre à l'entreprise d'investir à nouveau. Investir côté gauche, immobilisation, ressources financières, côté droit, le résultat que vous voyez là. Dernier des documents que doit connaître un chef d'entreprise, le plan de trésorerie. Et donc, pour le plan de trésorerie, là, on va retracer, ce tableau va retracer les encaissements et les décaissements sur le compte bancaire de l'entreprise, et ce, sur 12 mois. Donc, vous avez une partie des recettes, donc les recettes encaissées, voilà, et une partie de dépenses, les dépenses décaissées, mois après mois, sur 12 mois. Attention, petite particularité, le plan de trésorerie est le seul document qui s'exprime en TTC, toute taxe comprise. Quel argent est bien entré sur le compte bancaire et quel argent est bel et bien sorti sur le compte bancaire. À la fin du mois, nous avons la partie solde. Le plan de trésorerie est également, non seulement c'est un document qui s'exprime en TTC, qui est sur 12 mois, contrairement au bilan et au compte de résultats qui sont sur l'année, le plan de trésorerie s'exprime en mensuel, mais c'est aussi le tableau qui reprend les informations des tableaux précédents, bilan, compte de résultats. Et donc, pour la partie des recettes, nous aurons une partie des recettes qui proviennent des ressources de départ, bilan, plan de financement, et l'autre partie des recettes qui provient de l'encaissement du chiffre d'affaires. Exactement à quel moment les clients ont réglé les ventes.
Du côté des dépenses, c'est pareil. Nous aurons les dépenses initiales qui proviennent du bilan plan de financement. Et nous aurons aussi les dépenses que nous avons programmées sur le compte de résultat et notamment à quel moment exactement l'entreprise va payer ses charges. Et donc, pour la partie solde, c'est pareil, ça s'écrit en 2 fois. On va dans un premier temps, sur la partie solde, écrire les recettes moins les dépenses du mois. Et enfin, la deuxième partie de cette catégorie solde, c'est le solde en fin de mois. Alors, pour que ce soit plus compréhensible, voici un exemple. Donc, souvenez-vous, je vais juste remonter légèrement un petit peu en arrière sur mon bilan. Souvenez-vous, sur mon bilan, nous avons un capital de 30 000 et un emprunt de 8 000. Donc là, ça, ce sont les ressources de départ. Et donc ici, nous allons retrouver dans notre plan de trésorerie, dans la partie des recettes, et notamment les recettes qui proviennent du bilan, on va les appeler hors exploitation, le 30 000 de capital, l'emprunt à 8 000. Regardez bien la partie du chiffre d'affaires TTC, la ligne chiffre d'affaires TTC, les premiers encaissements des ventes n'apparaissent qu'au mois de mars, 12 054. Soit on a affaire effectivement à une entreprise qui n'a pas vendu avant le mois de mars, soit on a affaire à une entreprise qui a bel et bien vendu en janvier, mais les premiers encaissements ne se font qu'au mois de mars. Il y a un décalage de paiement. Et donc, ici, pour le mois de janvier, je reviens sur le mois de janvier. Donc, l'entreprise démarre avec 38 000 € sur le compte bancaire. Les dépenses. Nous aurons donc les 12 000 que l'on a vu d'investissement au départ sur le bilan hors taxe, 14 400 TTC de dépenses. Et ensuite, nous avons les dépenses qui proviennent du compte de résultat, les achats, charges externes, et on reprend les catégories de charges selon le plan comptable. Et donc là, j'ai un total de dépenses pour le mois de janvier qui est à 27 366. Si je reviens ici, donc 38 000 moins 27 366, la différence, c'est 10 634. À la fin du mois de janvier, il reste 10 634 € sur le compte bancaire. Je retourne, donc au 1er février, je repars avec mes 10 634 €. L'entreprise n'encaisse rien. Par contre, elle a des dépenses. Elle a toujours les dépenses. Elle a pour 7 352 € de dépenses. Donc, à la fin du mois, par rapport aux 10 634 initiaux, il reste, quand on a sorti les dépenses, il reste 3 282 € sur le compte bancaire. Pareil, je repars au 1er mars, 3 282. Voilà. Enfin, on encaisse 12 054. Par contre, les dépenses sont plus importantes, 14 462. Donc, 12 054 moins 14 462, ça fait un différentiel entre les recettes et dépenses de moins 2 408. Heureusement qu'on avait de l'avance, puisque à la fin mars, il ne reste plus que 874 € sur le compte. Et donc, là, vous avez l'exemple de ce plan de trésorerie. Donc, en réalité, pour le chef d'entreprise, lorsque l'entreprise est déjà créée, ça va être un outil de suivi. Plutôt qu'un document comptable, on va parler d'un outil de suivi. Le chef d'entreprise va pointer toutes les rentrées d'argent sur le compte bancaire de l'entreprise et les sorties d'argent et vérifier à chaque fois le solde du compte bancaire de l'entreprise. Bien sûr, quand on est en phase de création d'entreprise, en phase de création, on va rajouter le mot prévisionnel. On va donc parler d'un plan de trésorerie prévisionnel. Et donc, on va simuler les rentrées et les sorties d'argent
d'après les prévisions que l'on a fait sur le plan de financement et d'après les prévisions du compte de résultat. Et par contre, l'intérêt du plan de trésorerie prévisionnel, va permettre au créateur de vérifier qu'il a mis suffisamment de ressources au départ pour son entreprise afin d'éviter d'être à découvert et vérifier justement que pour la première année, l'entreprise ne soit pas à découvert. Donc, vérifier le découvert, c'est la dernière ligne que vous voyez en jaune, solde en fin de mois. Donc, le créateur va prêter une attention particulière sur cette ligne solde en fin de mois, vérifier que dans le plan de financement et par rapport au plan de financement, le créateur a mis suffisamment de ressources au départ pour couvrir toutes les dépenses, y compris les dépenses initiales, mais aussi les dépenses de fonctionnement de l'entreprise, et vérifier que tout au long de l'année en matière prévisionnelle, il y ait effectivement, dans ces cas-là, c'est le budget qui il reste. n'y ait pas de découvert. Voilà. Donc, alors, malheureusement, je pense que nous n'aurons pas le temps de faire un caout. D'habitude, il y avait un petit caout, un petit quiz, mais c'est sûr que la partie financière prend un peu de temps pour expliquer, notamment pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Donc, je vais passer directement aux questions. Alors, hop. Alors Vanessa, Oui. première question. Que pensez-vous des logiciels ou sites internet dédiés à la comptabilité, comme Shine ou QuickBooks ou Wikipreneur? Alors, Wikipreneur, je connais et il est plutôt pas mal fait. Les deux autres, je ne les connais pas, mais toujours est-il qu'il faut savoir que sur les documents que je vous ai présentés financiers, qu'ils soient utilisés en matière de création d'entreprise prévisionnelle ou qu'ils soient ensuite des logiciels comptables dédiés pour lorsque l'entreprise soit créée, ce sont les mêmes tableaux, ce sont les mêmes documents. Ils ont tous la même tête. Voilà, c'est invariable. Est-ce que tu peux changer de slide, hop, qu'on ne se remette pas sur Kahoot si les gens arrivent. Alors, Ouais. à quoi sert la ligne capacité d'autofinancement que tu as présentée? Alors, la ligne capacité d'autofinancement, c'est les ressources finales d'une entreprise. Alors, je vais me remettre ici, puisqu'il y a une partie, je vais me remettre ici, il y a une partie, là, vous avez une ligne qui s'appelle dotation aux amortissements. Donc, pour faire très court, cette dotation aux amortissements, c'est une écriture comptable, ce n'est pas une vraie dépense. C'est pas une vraie dépense réalisée par l'entreprise, mais c'est un moyen indirect qui permet, quand une entreprise a investi, de bénéficier d'une réduction d'impôt. Et donc, normalement, en réalité, sans les 4 000 que vous voyez là, on aurait eu un total de charges à 156 000 et donc un résultat avant impôt de 24 000 et on aurait dû être taxé sur les 24 000. Or, grâce à cette ligne-là, le fait que l'entreprise ait fait des investissements et qu'elle bénéficie indirectement d'une aide donc de l'État pour la baisse, justement, réduire les impôts, vous avez effectivement, on écrit en 2 fois notre résultat. Officiellement, l'entreprise a fait un résultat de 17 000. Officieusement, en tenant compte de entre guillemets, la fausse dépense, 4 000, 17 000 plus 4 000, en réalité, l'entreprise a des ressources de 21 000. Juliette, ton micro est coupé. Tu peux nous en dire un peu plus sur la variation des stocks? Alors, la variation des stocks, c'est la résultante au niveau de l'inventaire entre le stock initial qui est en début d'année et le stock final en fin d'année comptable. Donc, l'année comptable est sur 12 mois. Donc, quand vous démarrez, si vous avez une année comptable calée sur l'année civile du 1er janvier au 31 décembre, et donc pour une activité qui a de la marchandise ou des matières premières, et donc il y a un premier inventaire en début d'année, 1er janvier, qui va vous faire un état de stock de
tant d'euros. Et vous avez, à la fin de l'année, vous allez faire un autre, effectivement, inventaire qui va faire état des stocks de X euros. Et donc, la variation de stock, c'est la différence entre le stock initial et le stock final. Merci pour ces petites explications. Alors, il y a une autre question de Jean-François. Lors de l'ouverture du compte bancaire pro pour la création d'entreprise, la banque demandera-t-elle le plan de financement même s'il n'y a pas de demande de prêt? Alors, oui, ça peut arriver, notamment si l'activité est complexe. C'est-à-dire que si le banquier n'a pas l'habitude du type d'activité qui est exercée par le créateur, le banquier peut demander un prévisionnel financier. Tout simplement c'est lui qui va gérer au final le compte bancaire de l'entreprise et c'est tout simplement pour pouvoir adapter les services bancaires à la future entreprise. Alors, bien sûr, des métiers connus comme, je ne sais pas, par exemple, garagiste ou taxi, non, des métiers connus, le banquier ne va pas forcément, si on n'a pas besoin de prêt, le banquier ne va pas forcément demander un prévisionnel. Maintenant, si vous avez un métier où on n'a pas l'habitude, community manager ou comme ça, où là, le banquier peut demander effectivement un prévisionnel pour savoir effectivement qu'est-ce qu'il attend dans la gestion du compte bancaire au quotidien. Existe-t-il des documents types ou réglementaires que l'on doit utiliser pour la comptabilité en micro-entreprise? Alors oui, il existe, puisque j'ai dit que la micro-entreprise, la comptabilité est allégée, et vous allez notamment trouver le livret chronologique des recettes et des dépenses. Ça, c'est le minimum que doit assurer un micro-entrepreneur. Vous trouverez ce livret chronologique, un exemple de ce livret chronologique, sur le portail auto-entrepreneur, tout simplement. Ok. La dotation aux amortissements doit-elle être proportionnelle au chiffre d'affaires, c'est-à-dire ne pas dépasser un certain pourcentage? Alors, la dotation aux amortissements n'a rien à voir avec le chiffre d'affaires. La dotation aux amortissements est liée aux investissements et va mesurer l'usure du matériel acheté qu'on a investi, par exemple, l'usure d'un véhicule, tout simplement. Donc, ça n'a rien à voir avec le chiffre d'affaires. Généralement, c'est l'administration fiscale qui donne un barème d'usure selon le type de matériel. On va dire 4 ou 5 ans pour un véhicule, 3 ans pour du matériel informatique, et c'est ensuite l'expert comptable qui va calculer la dotation aux amortissements. Faut-il prévoir un accompagnement vers un cabinet comptable? Est-ce que c'est une bonne option selon toi pour se décharger de cette activité et se concentrer sur la valeur de nos services produits? Quel est le montant de cet accompagnement fixe variable? Alors, effectivement, je vous l'ai dit au début, à condition de maîtriser la comptabilité, le chef d'entreprise peut le faire lui-même. S'il n'en a pas le temps, parce que vous pensez bien qu'il faut assumer pas mal de casquettes. Il faut vendre, il faut produire, ça commence à faire beaucoup. Généralement, la majeure partie des entreprises n'ont pas le temps de s'occuper de cette partie administrative comptable, et donc on va confier ça à un expert comptable. Alors, bien sûr, les prix vont varier. Les prix vont varier en fonction de la complexité de l'activité. Plus l'entreprise a des factures qu'elle émet, des ventes, des opérations, etc., plus ça va effectivement coûter cher. Si l'activité est simple, par exemple du conseil, on peut en avoir pour une activité simple comme du conseil pour 1 500 à 2 000 euros l'année. Dans le cadre d'une création d'une SASU, faut-il passer par un expert comptable ou comptable? C'est l'expert comptable qui est habilité à auditer les comptes. Le comptable, c'est quelqu'un généralement de salarié. Soit il est salarié au sein d'une entreprise, soit il est salarié au sein du cabinet comptable. Donc, si vous devez effectivement, pour l'expert comptable, peut vous aider sur les formalités de constitution de la SASU, mais aussi enregistrer les premières dépenses comptablement réalisées pour la future entreprise.
Alors, peut-on engager un expert comptable pour participer à la création d'entreprise ou vaut-il mieux attendre que l'entreprise soit créée pour l'engager? Alors, tout dépend. Si effectivement l'entreprise, il n'y a pas beaucoup de pièces, c'est du conseil, on peut se débrouiller, on peut attendre. Maintenant, s'il y a beaucoup de dépenses qui sont engagées pour le compte de la future entreprise, j'ai acheté d'avance du matériel informatique, j'ai acheté d'avance un logiciel ou j'ai une activité qui nécessite une boutique, un lieu physique, il faut déposer la caution, etc. Alors là, dans ces cas-là, en cas de complexité, dans les exemples que je viens de citer, il faut avoir dès le départ un expert comptable. Où sont comptabilisées les charges IT dans le compte de résultat? Alors, tout dépend. Alors, il faut savoir que le plan comptable a prévu toutes les dépenses. Donc, si vous me parlez au niveau IT, il me faudrait effectivement des exemples. Mais si vous me dites, oui, je veux avoir, et je vais me mettre sur le compte de résultat. Par exemple, je veux avoir l'abonnement annuel du site Internet. Vous allez l'avoir dans la catégorie des charges externes. Si c'est je veux acheter du petit matériel pour du petit matériel informatique, là, dans ces cas-là, on ira dans la catégorie achat. Le plan comptable a prévu toutes les dépenses et révisé assez régulièrement. Y a-t-il un pourcentage idéal dette capitale? Alors, je me remets dans l'exemple du bilan. L'intérêt, et j'allais dire pour la bonne marche de l'entreprise, il faut que les ressources internes symbolisées par les capitaux propres soient supérieures au bloc des dettes. Voilà. Ok, et ben écoute Vanessa, tu as répondu à toutes les questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc en fait, vous pouvez retrouver Vanessa très souvent chez Créactif, elle anime les formations comme chaque jour pour créer son entreprise, mais notamment la formation comptabilité gestion pour non comptables, qui est un fondamental, enfin, c'est des fondamentaux pour de la comptabilité. Là, on a essayé de vous faire un résumé en 45 minutes, mais la formation dure 32 heures. Elle peut être réalisée sur différents formats. Là, on a mis le format e-learning, mais bien sûr, elle est réalisée aussi à Paris ou en classe virtuelle. Vous pouvez aussi faire de l'accompagnement individuel pour apprendre à gérer votre comptabilité. Le but chez Créactif, Vanessa vous le dira mieux que moi, c'est on ne vous apprend pas à être comptable, on vous apprend vraiment à comprendre votre comptabilité en tant que chef d'entreprise.